Pas besoin de raconter. Aujourd'hui, l'actualité nous démontre tous les jours les drames qui se jouent, notamment dans les eaux de la Méditerranée, mais aussi ce que nous ne voyons pas. Avant d'arriver en Méditerranée, il faut une longue traversée qui passe souvent par le désert. Et il y a des drames cachés qui existent là aussi qu'on ne voit pas. Donc aujourd'hui, nous avons accueilli cette mission pour engager des discussions, une mission de haut niveau, je le rappelle encore, de l'Union européenne donc, en tant que telle, mais aussi d'un certain nombre d'États membres pour venir parler de ces questions et ensemble essayer de trouver des solutions. Avec l'évolution de ce phénomène social, le gouvernement guinéen entend élaborer une politique migratoire qui devrait tenir compte de tous les paramètres liés au développement durable de notre pays. Mettre en œuvre le projet d'appui à la promotion de l'insertion socio-économique des migrants de l'espace CEDEAO. La question préoccupe les acteurs de la société civile, enseignants, chercheurs et responsables politiques. La discussion a permis d'identifier les causes et d'envisager des stratégies permettant de lutter efficacement contre l'immigration. Ça, un marathon. La problématique migratoire constitue l'un des épineux problèmes du monde ces dernières années. Selon un rapport de l'OCDE, plus de 200 millions de personnes vivent chaque année hors de leur territoire. Pour analyser les causes, des pratiques et enjeux de ce phénomène dans l'espace CEDEAO, les acteurs de la société civile, enseignants, chercheurs et responsables politiques se retrouvent. Nous ne devons pas considérer la migration comme étant un fait de xénophobie, un fait où les migrants, disons une réalité où les migrants viennent seulement profiter de l'économie des pays d'accueil. Mais au-delà de ça, ils contribuent à l'économie du pays d'accueil. C'est pourquoi j'ai dit que le sujet est très original, parce que le plus souvent, les gens, ils étudient la migration pour voir les migrants, alors qu'est-ce qu'ils apportent à leur famille, qu'est-ce qu'ils apportent à leur pays. Mais par contre, les pays où ils résident, qu'est-ce qu'ils apportent à ces pays, est souvent moins renseigné. Si par le passé, les hommes étaient les plus exposés à la migration, le phénomène se caractérise aujourd'hui par l'émergence de nouveaux acteurs. Il s'agit surtout des femmes et des enfants. On considère la migration comme quelque chose qui est lié au travail, le travail donc de l'homme pour apporter le vivre à la maison. Mais aujourd'hui, les femmes migrent. Il faut savoir pour quelles raisons elles migrent. Elles sont nombreuses. Des femmes migrent en tant que filles mères, en tant que veuves. Elles migrent pour la pauvreté et donc elles fuient une situation donnée depuis le monde rural jusqu'à la ville et depuis la ville pour l'international. L'objectif essentiel est de tout mettre en œuvre pour minimiser les effets pervers de la migration et maximiser les avantages de la migration. Pour mieux comprendre la question migratoire, surtout en Afrique de l'Ouest, un rapport d'étude est présenté par le Centre pour le commerce international et le développement CECID. L'objectif de ce document est de contribuer à la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest par la promotion et la facilitation de la mobilité des personnes et leurs biens. On change de sujet. Les représentants de 19 pays producteurs de diamants sont à Conakry. C'est à la faveur de la conférence des ministres des pays producteurs de diamants. Ce matin, une réunion des experts a permis de définir les grands sujets qui seront à l'ordre du jour. La gestion judicieuse des diamants et l'amélioration de la traçabilité seront entre autres sujets qui seront débattus. Mamadou Alpha-Baldi. Une vingtaine de pays africains prennent part à cette rencontre continentale sur le diamant. Dans de nombreux pays, le diamant est considéré comme principale source de conflits entre les communautés, parfois même des États. Cette rencontre préparatoire du Conseil des ministres des pays africains producteurs de diamants entend favoriser l'amélioration de la transparence dans le secteur. Le diamant, à un moment donné, a servi à financer des guerres, des rébellions qui ont beaucoup rendu malheureux les citoyens africains. C'est d'ailleurs cela qui a été à l'initiative de la création de cette association. Aujourd'hui, cela est en train de changer. Comment faire en sorte que le diamant produit puisse servir à développer, à créer de la prospérité pour les populations, pour qu'il y ait plus de transparence dans la gestion et la distribution des revenus tirés du diamant. Les discussions permettront aux participants d'exposer leurs difficultés et profiter de l'expérience commune des États. Les enjeux principaux qu'il y a aujourd'hui, en tout cas pour la Guinée, c'est que nous devons travailler à ce qu'il y ait plus de production de diamants. On tient une réunion aujourd'hui sur le diamant
à un moment où la production diamantifère de la Guinée a beaucoup baissé. Nous attendons bien évidemment, comme toute nouvelle entrée, que nous soyons accueillis et que nous recevions, les conseils, les pratiques, les outils nécessaires pour être non seulement un membre, mais un membre actif de l'association. L'ADPA est créée en 2011. Les États membres affichent leur volonté de travailler en synergie pour faire des Kara africains une véritable source de développement économique et social. Des équipements pour lutter contre la foudre et le tonnerre. Ces outils visent à mettre à l'abri des bâtiments et les installations. Une rencontre a été organisée par l'entreprise Kamab pour informer et sensibiliser les agents de certaines sociétés de la place sur les risques liés aux décharges atmosphériques. Mounir Bari, Fodi Kamara signe ce reportage. Expliquer aux populations le rôle des paratonnerres et des parafoudres dans la protection des bâtiments. C'est l'essence de cette formation. Ces outils sont conçus pour capter le traceur descendant en le canalisant vers la terre. À Conakry, très peu de foyers utilisent ces équipements lors de la construction de leurs bâtiments. Des spécialistes estiment que ces instruments de protection sont indispensables pour sauver des vies humaines contre la foudre et le tonnerre. On fait un séminaire aujourd'hui pour sensibiliser aux protections à mettre en place pour éviter tout risque et dégâts liés à la foudre. Que ce soit les paratonnerres et les parafoudres mis à la terre, c'est un ensemble cohérent de dispositifs à mettre en place pour bien protéger contre la foudre. Le but de ce renforcement de capacité est d'amener les citoyens à se munir des parafoudres et paratonnerres pour la prévention des dégâts torrentiels à Conakry, une capitale où la pluviométrie reste encore très élevée en saison hivernale. Je suis le représentant exclusif en Guinée. Ils sont spécialisés dans la protection contre la foudre et les surtensions. C'est une entreprise française qui existe depuis plus de 125 ans. Ils font les études et tout. Ils ont toutes les qualifications pour protéger tous les sites contre la foudre et les surtensions. C'est très intéressant parce que c'est un problème de mise à la terre et de lutte contre la foudre, contre les paratonnerres. Les tonnerres, ça c'est vraiment un problème que nous intéresse beaucoup, surtout à l'approche de la saison pluvieuse. 100% protection, c'est difficile, on dirait même impossible parce que même l'année dernière, on a un cas, alors qu'on a bien les installations de mise à la terre. Donc c'est quelque chose, on essaye de minimiser le dégât, mais on ne peut pas éviter à 100%, c'est pas possible. Depuis 1985, l'entreprise Kamab se déploie dans l'installation de ces outils de protection domestique contre la foudre et le tonnerre. Forte de cette expérience, cette entreprise entend s'impliquer auprès des populations pour une large sensibilisation sur la prévention des dégâts torrentiels. Direction savane guinéenne avec la concertation à Cancan des acteurs de mise en œuvre pour la gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Niger. Objectif présenter les différentes composantes et le budget alloué au projet. Voici le reportage de Fodi Bangali Fofana, notre correspondant basé dans la région de Cancan. Guinée et le Mali ont en commun la mise en œuvre du projet Appui au programme de développement durable du delta intérieur du Niger et programme de gestion intégrée des ressources en eau GIR. Tous les acteurs de mise en œuvre de cette gestion intégrée des ressources en eau dans la région étaient réunis en concertation ici à Cancan. Le projet a pris une initiative qui va dans le sens d'élaboration des projets pilotes. On dit projets pilotes, c'est des actions à mener. Si elles sont vraiment concluantes, on étend sur d'autres domaines aussi afin d'élaborer des activités de protection des cours d'eau et ses affluents, des cours d'eau du Niger et ses affluents, et aussi la préservation de la qualité de l'eau. Les communications ont porté durant les 2 jours de travaux sur la présentation du programme GIR et du programme technique budgétaire annuel 2017, la stratégie d'intervention du programme et les critères de choix des projets pilotes ainsi que les menaces de pollution dans le bassin. Il a été découvert, décelé que nos eaux vraiment sont sous menace. L'agriculture est juxtaposée aux bordures de nos cours d'eau. Et les briquetiers sont en train d'ériger des fours à briques au bord des cours d'eau.
tout cela contribue à dégrader la qualité des eaux. Ce programme de gestion intégrée des ressources en eau GIR vise l'amélioration des situations des deux pays et la réduction de la pauvreté grâce à une meilleure connaissance des ressources en eau et leur gestion intégrée. Grâce à l'appui de l'Union européenne, le ministère des Travaux publics vient de déployer des jeunes ingénieurs sur le terrain. Ils doivent faire l'état des routes pour planifier les travaux d'entretien. Les informations collectées serviront de banque de données pour le département. La première équipe de 30 jeunes feront 3 semaines sur le terrain. Asman Manikama fait le point. Au terme d'une formation théorique et pratique, ces jeunes, jadis non postés, deviennent des maillons importants du ministère des Travaux publics. Grâce à l'appui institutionnel et financier de l'Union européenne, ils se rendent en Haute et Moyenne Guinée pour établir la liste des pathologies du réseau routier guinéen. Dans le jargon des travaux publics, c'est cela le schéma itinéraire. La mission consiste à aller visiter les routes du pays et relever l'état de chacune de ces routes, de façon à ce que le ministère puisse faire le nécessaire pour les entretenir et pour les maintenir en état. Le premier souci, c'est de préserver le patrimoine routier qui est là et de l'améliorer en même temps. C'est pour cela qu'aussi qu'on voit les travaux sur la RN2, donc entre Kissidougou et Guékédou, qui sont presque terminés. Pour en ce qui concerne le transport, évidemment, le souci, c'est de rendre le transport plus bon marché pour les gens, mais aussi que les gens puissent circuler, donc d'améliorer la mobilité. 59 activités sont planifiées avec une politique de promotion des compétences de la nouvelle génération de cadres. L'initiative vise la mise en place d'une banque de données pour des interventions bien planifiées et à temps sur nos routes. Le réseau routier est beaucoup dégradé. Si la programmation n'est pas bien faite, parce que tout ce qui est dégradé, on ne peut pas faire face à tout en même temps, il faut faire une bonne programmation. Si elle n'est pas bien faite, on passe à côté, on risque d'aller faire l'entretien sur une partie qui ne nécessite pas et d'autres parties où il y a la nécessité, on les néglige souvent. Avec ces différentes composantes du projet d'appui institutionnel de l'Union européenne au département des travaux publics et des transports, l'autre résultat recherché est de contribuer à la réalisation d'une réforme adaptée dans les deux secteurs. Il s'agit de les rendre plus performants au regard de nombreux défis complexes à relever sur les routes et dans les moyens de transport. Désormais, seules les personnes très pauvres vont bénéficier des avantages du projet filets sociaux. À Kindia, le temps a été donné avec la volonté exprimée par les responsables du projet et les acteurs du Fonds de développement social et solidaire. Les agents ont été formés dans ce sens pour sillonner les villages et quartiers pour recenser les bénéficiaires de ce projet. Tiernan, Ousmane Diallo signe son reportage. C'est une conjugaison d'efforts de deux organisations pour combattre la pauvreté à Kindia. Le projet Filets sociaux productifs et le Fonds de développement social et de solidarité s'associent pour développer une nouvelle stratégie afin de toucher les ménages les plus vulnérables dans l'exécution des projets sociaux initiés en leur faveur. Ces agents-là vont être renforcés, avoir des compétences requises pour pouvoir faire le ciblage inclusif. C'est pour lutter contre la pauvreté. Et ils doivent venir dans les tréfonds, dans les villages les plus éloignés, dans les villages les plus reculés où la pauvreté sévit. Le ciblage des ménages vulnérables va permettre de toucher réellement les personnes nécessiteuses dans la mise en œuvre de la nouvelle phase du projet Filets sociaux productifs qui vient d'avoir un financement additionnel de 16 millions de dollars. Jusqu'ici, dans la première génération de projets filets sociaux, il revenait aux communautés de nous dire qui était pauvre et qui ne l'était pas. Le gouvernement entend maintenant s'approprier de ce dispositif en appliquant ce qu'on appelle le PMT, le Proximites, qui est, si vous voulez, une façon de vérifier les critères multidimensionnels de la pauvreté. Après la rencontre, les agents du Fonds de développement social et de solidarité vont être déployés sur le terrain pour collecter les données et identifier les ménages pauvres qui bénéficient de la nouvelle phase du projet Filets sociaux productifs. Pour faire ce travail, ils seront dotés de tablettes numériques où sont installées des applications spécialement conçues à cet effet.
Je vous le disais en titre, un réseau de trafiquants de personnes vient d'être démantelé par les services spéciaux anti-drogue et de lutte contre le crime organisé. Ce réseau a été interpellé alors qu'il tentait de faire voyager 2 jeunes filles pour le Koweït où cette dernière devrait bénéficier d'un emploi. Le reportage de Valérie Manet. Le trafic des êtres humains, des réseaux existent en Guinée. Une forme de criminalité internationale organisée qui est de nos jours assimilable à de l'esclavage moderne. Elle est pratiquée par certaines personnes pour des fins lucratives. Ces filles étaient recrutées par un réseau de trafiquants d'êtres humains démantelé le 31 mars dernier à Conakry grâce à la vigilance des services spéciaux antidrogue et du crime organisé. Ces filles devaient rejoindre le Koweït où elles devraient obtenir un travail décent. Le vendredi 31 mars, nous avons interpellé dans le quartier Corontin M. Tierno Ousmane Diallo alias Michou, qui est là derrière moi, pour les mêmes faits de recrutement et de trafic illicite d'êtres humains. Tous ces recrutements se font à travers les réseaux sociaux. Le deuxième réseau qu'on a démantelé, il s'agit du Elhaj Mohamed Diassi. Mohamed Diassi a été interpellé dans le quartier Bonfi, dans sa concession, où on a saisi dans sa chambre les passeports que vous voyez là, avec beaucoup de documents administratifs, tels que ce prospectus qu'on appelle aide de travail. Ces présumés malfaiteurs tirent un avantage financier dans l'entrée illégale des personnes dans des pays qui leur sont étrangers. Les services spéciaux antidrogue et de la lutte contre le crime organisé sont profondément préoccupés par la situation. Dans ce document, il y a des promesses fantômes ici qu'on ne peut pas réaliser du tout. C'est notre groupe léonais qui travaille avec les Guinéens, mais dès lors, à chaque fois qu'ils ont des candidats, c'est en Guinée qu'on les embarque. Mais je pense qu'il faut appliquer cette volonté affichée du professeur Alpha Condé afin de sauver nos pauvres Guinéennes qui, moi je l'appelle ici, sont victimes. Cette haute arrestation démontre l'inquiétante évolution du phénomène, une problématique considérée par de nombreux systèmes comme un crime. Vu la complexité du phénomène à l'échelle internationale, la mise en place de nouvelles stratégies communes devrait permettre de contrer cette pratique illicite. Et puis le président de l'Assemblée nationale a participé à l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement de Togo. Il était accompagné d'une forte délégation guinéenne, une occasion pour lui de saluer les vieilles relations entre la Guinée et le Togo, surtout dans le domaine de l'éducation. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Le comité technique sectoriel de défense vient de boucler une tournée de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires régissant les forces de défense. Le comité a sillonné les 4 régions militaires du pays. L'idée est de renforcer le cadre juridique d'intervention des hommes en uniforme. Nous y reviendrons. Le gouverneur de la ville de Conakry était aux îles de Lors. Le général Mathurin Bangoura est allé prendre contact avec les populations insulaires au centre des préoccupations de Monsieur le gouverneur, la restauration de l'autorité de l'État, la mise en valeur des sites touristiques et la construction des infrastructures de base. Moussa Bangoura. Le président du conseil de ville aux archipels des îles de Los dans les périphéries de Conakry, général Mathurin Bangoura, en compagnie des cadres des services déconcentrés, prend contact avec les insulaires sur la situation socio-économique de leur localité. À Kassa, par exemple, aucune infrastructure administrative n'est fonctionnelle. Toutes sont vétustes. Le sous-préfet manque de bureau depuis sa nomination. La mobilisation des fonds pour la mise en valeur des sites touristiques et le développement des différentes localités ont été largement débattus. Il faut rétablir d'abord l'autorité de l'État. Le sous-préfet a été nommé il y a plus de 2 ans. Mais depuis ça, il quitte Conakry pour venir travailler. Il n'y a aucune infrastructure qui peut l'abriter. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait reprendre entièrement ces infrastructures. C'est ce que nous allons commencer très rapidement. Mais ces infrastructures qui vont être reprises vont être reprises par les nouvelles sociétés qui s'installent aujourd'hui à Kassa. Nous allons leur demander que ce soit elles-mêmes qui viennent s'occuper de ces infrastructures. Beaucoup reste à faire dans cette partie de la capitale Conakry.
notamment l'ouverture des routes, la construction des infrastructures sociales de base et la réhabilitation de quais à Kassa et Fotoba. Ça a été l'occasion pour nous de ressortir la plupart des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, à savoir les problèmes d'infrastructure, des symboles de souveraineté, des problèmes d'ordre social tels que la situation des travailleurs de certains secteurs, à savoir par exemple le centre de santé, et les problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans notre zone. En plus du développement local, des sites historiques sont également visités par la mission. Il s'agit de la maison de fortification où sont regroupés les esclaves et la maison des gardes pénitentiaires où la plupart de nos héros étaient incarcérés pendant la colonisation. La première dame de la République offre des kits sanitaires au centre de santé de Baro. Ce geste vise à améliorer l'état de santé des populations bénéficiaires. Ali Badara Kondé. Nous voici dans la sous-préfecture de Baro, située à 53 km du chef-lieu de la région de Kankan. Cette population a désormais son centre de santé amélioré. Une œuvre de la première dame de la République, Adjedjene Kondé, en partenariat avec le ministère de la Santé. Ce bâtiment flambant neuf est complètement équipé. Il comporte une salle d'accueil, un bloc administratif, la pharmacie, la pédiatrie, la maternité, la chirurgie générale, la morgue, ainsi qu'un centre d'incinération. Ce bijou qui désormais servira de locaux pour les soins, pour les locaux de soins pour les malades de Baro, mais aussi pour les malades de la sous-préfecture de Kéro, de Babila et de Balato. Nous pouvons vous garantir que ces bijoux seront utilisés en bon escient. Le personnel de santé qui viendra servir dans ce centre de santé amélioré doit en faire un bon usage. Particulièrement l'équipement qui vient d'être mis dans ce centre ne doit pas sortir hors de cette cour. La première dame de la République, dans sa politique de protection de la santé maternelle et infantile, a déjà initié la construction de 5 centres de santé dans les préfectures de Guékédou, Sigiring, Kankan, Kouroussa et dans la commune de Matoto. Vous conviendrez avec moi que Madame la première dame, sur les traces de son époux, est engagée à aider la population guinéenne, à aider le peuple de Guinée. À travers sa fondation Prosmi, elle fait des gestes, elle pose des actes dans le sens d'aider l'humanité. Les personnes les plus déshéritées sont dans sa ligne de mire pour leur sortir de leur état de détresse. Nous amorçons la phase d'équipement de l'ensemble de ces structures sanitaires. Cela traduit la volonté et l'engagement de son Excellence, Madame la Première Dame de la République, de soutenir les efforts de son cher époux, le professeur Alpha Condé, dans l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes et surtout dans le domaine de la santé. Selon les spécialistes de santé, le taux de décès maternel est passé de 980 à 724 décès pour 100 000 naissances vivantes, de 2010 à 2016. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires s'activent dans la lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles avec la mise en service des unités de dépistage au niveau des établissements d'enseignement supérieur. C'est le cas de l'Université générale Lansana Conté de Somfonia à Diatoubari. Le centre médical de l'Université de Somfonia pris d'assaut par les étudiants. Tous viennent faire leur test de dépistage du VIH-Sida après avoir été sensibilisés par le programme de prise en charge sanitaire et de prévention du VIH. Au nom des volontaires, Germaine Guilavogui, étudiante en licence 2. La vingtaine s'engage à accepter son statut sérologique. Une fois que tu fais le test de dépistage, ça peut te permettre de connaître si tu es infecté, oui ou non. Si ça soit positif ou négatif, j'accepte.
Et vous savez que les activités sexuelles se passent entre les jeunes, des fois sans un certain nombre de contrôles. Donc c'est pourquoi nous axons nos moyens sur cette couche juvénile. D'abord les sensibiliser sur le risque de transmission, mais aussi les sensibiliser sur comment ils doivent se comporter, non seulement pour ne pas qu'ils soient contaminés, mais s'ils le sont, qu'ils ne contaminent pas d'autres jeunes. La stratégie d'intégration des services de dépistage du VIH-Sida au niveau des établissements d'enseignement supérieur fait suite au taux de prévalence élevé de la maladie au sein de la couche juvénile. Selon les statistiques, 2 jeunes sur 100 sont séropositifs en Guinée. Une réalité qui contribue à augmenter le taux de personnes infectées par le VIH-Sida. Pour appuyer cette politique de prévention du VIH-Sida et des infections sexuellement transmissibles, le Fonds des Nations Unies pour la population offre 17 cartons de kits de dépistage. C'est l'université qui a fait une recommandation pour dire qu'au-delà de la sensibilisation, nous voulons que vous nous appuyiez pour connaître notre statut sérologique. Donc c'est cette recommandation qu'on est en train de mettre en application aujourd'hui pour offrir tout le matériel nécessaire pour le dépistage du VIH, mais aussi pour l'offre de services de planification familiale. La disponibilité des services de dépistage gratuit du VIH-Sida à l'université de Somphonia est couplée à la planification familiale. Rompre la contamination du VIH-Sida, des maladies sexuellement transmissibles et éviter les grossesses indésirables est l'objectif visé. La stratégie va s'étendre sur l'ensemble des universités du pays. Douleur et consternation au palais du peuple ici à Conakry et pour cause, le regretté Aboubacar Cissé et son cousin Yassouri Fofana ont eu droit cet après-midi à un grand hommage. Camarades de promotion, collègues, parents et autorités de la République ont magnifié la rigueur professionnelle et l'humanisme des illustres disparus. Moment pathétique, plein d'émotions. Marie-Angélique Bangoura retrace le film de la cérémonie. Au moment de la perte d'un proche, la joie de l'avoir côtoyé laisse la place au recueillement, aux hommages et aux souvenirs. C'est le cas ici devant les corps de Aboubacar Cissé et de Ibrahima Yassouri Fofana, à qui tous les honneurs sont rendus. Les 2 cercueils que nous avons devant nous renferment 2 hommes, 2 cousins, les enfants d'un frère et d'une sœur de même père et de même mère. Liés ou soudés par la parenté et le mariage, leur amitié était sans commune mesure. C'étaient 2 amis inséparables, mais curieusement de tempéraments différents. Aboubacar Cissé et Yassouri Fofana, vous n'avez pas vécu inutilement. Vous avez rendu un peu à la communauté ce que vous avez tout donné. Vous en avez montré la meilleure preuve dans la profession, car tandis que l'un avait choisi d'informer, l'autre s'était engagé à former l'homme. Est-il besoin de vous pleurer? N'avez-vous pas défié la mort? N'avez-vous pas pris votre revanche sur elle? N'êtes-vous pas devenu immortel? Car celui qui a planté un arbre, fondé et encadré une famille, celui qui a créé une œuvre culturelle ou intellectuelle, avant sa mort, ne meurt pas, il s'immortalise. Notre émotion est grande en raison des relations que Cissé a tissées avec sa génération et ses aînés, et aussi sa contribution à la construction d'une presse publique responsable en Guinée. Les cadres, les travailleurs du département de la communication dans l'ensemble ont gardé de M. Aboubacar Cissé l'image d'un journaliste accroché à son métier, une profession qu'il a exercée avec amour et respect. Il a réussi à monter les échelons de la RTG et à s'imposer notamment au journal parlé qu'il n'a jamais abandonné, même après son affectation au ministère des Affaires étrangères. Fruit de l'école normale supérieure de Manéa, Aboubacar Cissé a été successivement journaliste-reporter, chef section de reportage, rédacteur en chef à la RTG, chargé de communication aux affaires étrangères, puis conseiller de l'ambassadeur de Guinée en Suisse. Au-delà de ces titres, Aboubacar Cissé a été pour ses collègues et sa famille une référence. L'homme qui vient de se coucher et qui ne se relèvera plus est un ami. Nous nous sommes rencontrés, nous n'avions pas encore 20 ans. Et dès le départ,
cela a été l'émulation. C'est un monument du micro qui c'était aujourd'hui. C'est un journaliste qui a donné une dimension à la pratique du métier en Guinée. Alpha Cabinet Doumbouya l'appelait Jacques Rosenblum, parce que comme le journaliste français du RFI, Aboubacar Cissé avait l'art de capter ses auditeurs et de les garder jusqu'à la fin de l'édition. Moi, je l'appelais Joe la gâchette, parce que c'était un homme pressé de donner le meilleur de lui-même, de s'afficher dans le registre des meilleurs. Ce journal-là, c'était un appel au monde. Je suis là, je suis le meilleur, ce que j'ai à vous dire est d'une importance extrême. Et Joe gardait ses auditeurs jusqu'à la fin du journal et terminait par une musique, comme pour dire que la vie n'est pas qu'attention soutenue, elle est aussi relaxe. Aboubacar Cissé et Yassori Fofana furent des éminents cadres, intègres, loyaux, pétris de talent, d'expérience, qui ont servi notre pays avec abnégation et détermination jusqu'à leur dernier jour. Aboubacar Cissé, journaliste talentueux, doublé d'un diplomate avisé, s'est récemment introduit dans le monde des écrivains en écrivant un livre, Le parcours de la Guinée, où il fait allusion aux différents régimes qu'a connus notre pays, mais aussi il parle de l'évolution de la diplomatie guinéenne. Ce livre est pour nous une référence, un livre de chevet que tout diplomate devrait consulter pour savoir quel est l'historique de la diplomatie guinéenne. Les deux défunts sont pères de 5 enfants. Ils laissent donc derrière eux une famille éplorée. Tu as été le meilleur papa du monde, car être meilleur, c'est donner le maximum de soi. Tu t'es sacrifié pour notre réussite. Tu as été le bouclier de la famille. Tu nous as inculqué le savoir-vivre et le savoir-être, mais surtout le bien-faire, exceller dans ce que l'on sait faire. Papa disait toujours, on peut ne pas t'aimer pour ce que tu es, mais on te respectera toujours pour ce que tu connais et sais faire. Tu nous as montré le bon exemple à suivre, car en voyant tes exploits, ton dynamisme et tous tes sacrifices au service de la nation, cette fierté d'être guinéen et cette envie de toujours apporter en plus au pays guide nos pas aujourd'hui. Aboubacar Cissé et Ibrahima Yassori Fofana sont cousins. Le destin vient de les rappeler ensemble à l'au-delà. Les deux fils de Fouré-Caria rejoindront leur dernière demeure demain mercredi dans leur Moria natale. Paix à leur âme. Grand présentateur, grand reporter, homme de culture, Aboubacar Cissé et son cousin Yassori Fofana seront donc inhumés demain, mercredi à Fouré-Caria. Paix à leur âme. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. À demain.